Salut Booktube. Comme j'ai commencé ma chaîne en juillet, j'ai commencé du coup par mes dernières lectures du mois de juillet, et donc il y a toute une première partie de l'année dont je n'ai pas pu parler, et pourtant pendant cette année j'ai lu quand même de très bonnes choses dont j'ai envie de vous parler et que j'ai envie de vous recommander aussi. Donc j'ai décidé de faire mon top 5 de cette première partie de l'année 2022. J'ai choisi de ne parler que de romans parce que du coup j'avais 5 romans à vous présenter, donc je trouvais que c'était pas mal. Il faut savoir que je sors d'une assez longue panne de lecture, donc j'ai pas lu autant que j'aurais aimé en ce début d'année, et ça peut expliquer certaines notes qui sont pas forcément géniales, mais c'est quand même des livres qui sont toujours intéressants. Sans plus d'introduction, je vais me lancer, et le premier livre dont j'ai à vous parler, en fait c'est plutôt 2 livres mais d'une même saga, donc ça compte comme un. Starsight et Cytonic de Brandon Sanderson. Il s'agit des tomes 2 et 3 de la saga Skyward, qui est une saga de science-fiction qui comportera au moins 4 tomes. Mais comme Brandon Sanderson a la magnifique idée d'écrire 5 sagas en même temps, le tome 4 va sortir dans un petit moment et on ne sait pas trop combien de tomes il y aura au total sur la saga. Les 2 premiers tomes ont été traduits en français sous le nom de Vers les étoiles et Astrévise aux éditions Livre de Poche. Pour un bref résumé, dans Skyward, on va suivre le personnage de Spensa qui vit sur une planète nommée Détritus et où l'humanité est concentrée et un petit peu emprisonnée par une race d'aliens qui viennent torpiller en gros tous ceux qui essayent de partir de la planète, et même ceux qui restent sur la planète, donc ils sont obligés de s'enfermer dans des villes souterraines. Et donc Spensa est une jeune adolescente qui a un seul rêve, c'est de devenir pilote, malgré toutes les embûches sur son chemin, parce que c'est la fille d'un ancien pilote très connu, mais qui lors d'une des batailles les plus emblématiques de leur histoire a été accusé de trahison et de couardise. Mais Spensa n'y croit pas du tout et elle est persuadée que son père n'aurait jamais pu faire ça. Elle refuse l'allégation des autorités que cette couardise puisse se transmettre à elle, et donc elle va tout faire pour devenir pilote dans l'armée. Donc on commence avec un tome de SF assez peu classique, parce que finalement on est vraiment concentré sur une planète et sans vraiment pouvoir bouger au début, mais comme souvent avec Brandon Sanderson, au fil des tomes, au fil de l'histoire, on va se retrouver avec un univers qui s'étend de façon assez exponentielle presque, et qui prend une ampleur mais qui est incroyable au fil des tomes. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Brandon Sanderson, c'est que tu vois pas du tout au début où jusqu'où ça va aller, et pourtant c'est toujours très logique, ça suit toujours une continuité qui est assez géniale, mais pour autant tu imagines pas du tout que ça puisse se passer comme ça, et tu imagines pas du tout où ça pourra aller. Et à chaque fois on découvre de nouvelles choses, c'est vraiment un émerveillement un petit peu constant et des découvertes, des nouveautés un petit peu constantes. On reste pas du tout enfermé dans notre petit univers, et c'est vraiment incroyable à quel point ça grandit. Et si ça peut autant grandir, c'est vraiment grâce aussi aux personnages, parce que au fil de toutes ces découvertes, c'est eux qui restent notre point d'ancrage, et ces personnages sont toujours très très bien faits. J'ai lu plusieurs sagas de Brandon Sanderson et vraiment les personnages sont toujours géniaux, et là Spensa ne fait pas exception. C'est vraiment un petit peu le cliché de la jeune fille qui va se battre pour ce qu'elle veut faire et avoir envie de défoncer tout le monde quand on lui interdit des choses, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec moi, et c'est vrai qu'elle grandit, elle évolue, elle change beaucoup au fil des chapitres et des tomes, même dans ce tome 1. Et elle va s'allier aussi d'amitié avec le reste des pilotes, avec tout l'ensemble de son équipe d'entraînement. Et c'est assez sympa parce que vraiment on apprend à connaître tous les membres de son équipage et à voir à quel point ils évoluent tous ensemble au fil des entraînements, au fil des combats, etc. Ils vont vraiment tous évoluer ensemble dans une même direction et apprendre à connaître les forces et les faiblesses de chacun, dire ok, pour cette situation il faut que ce soit un tel cas là, un tel cas là. C'est vraiment cool, je trouve, de voir l'évolution de tous les personnages ensemble, et ça donne un peu cette sensation de deuxième famille qu'on peut avoir dans certains jeunesse, dans certains middle grade, cette sensation de c'est ma deuxième famille et il faut que je les protège et c'est ma famille de cœur. Et ça c'est quelque chose que j'adore. Ça donne un environnement où on est en sécurité, ça donne un environnement où on est bien, c'est un peu le moment cocon, le moment où ils sont tous ensemble et où ils se discutent, où on se sent protégé de tout ce qui pourrait se passer autour. Je trouve que des fois on en a besoin pour souffler un petit peu, pour respirer, pour se dire ok là ça va, c'est pas la merde. On peut prendre un petit peu de temps pour profiter des autres, et je trouve que Brandon Sanderson l'a très bien fait. Si on parle des personnages,
très gros faible pour cette romance qui est vraiment tissée en filigrane. Enfin, c'est pas un livre de romance, hein, pas du tout. Il y a des petites choses dessus, mais c'est pas du tout là-dessus qu'on va se concentrer. Enfin, vraiment, si vous aimez pas trop la romance, c'est vraiment anecdotique. Mais voilà, je chippe quand même beaucoup. Un des autres points que j'adore, c'est un petit peu sur les personnages et sur des considérations de science-fiction. Spensa va découvrir un vaisseau abandonné qu'elle va devoir réparer et avec lequel elle va pouvoir un petit peu discuter parce qu'elle va découvrir que ce vaisseau est en fait une intelligence artificielle. Bon, ça arrive assez tôt dans le premier tome, donc c'est pas un spoil, ne vous inquiétez pas. Du coup, cette intelligence artificielle, elle est absolument géniale. Spensa va l'appeler M-Bot et elle a perdu tous ses souvenirs d'avant. Donc c'est un vaisseau de guerre, hein. Il y a des missiles, etc. Mais M-Bot est persuadé qu'il est là pour collecter des champignons et pour faire un inventaire de champignons. Et il va avoir tellement des réactions absurdes, des réactions improbables. Et il y a toute cette démarche au fil des chapitres, comme souvent il développe de plus en plus une personnalité autonome qui devient humanoïde un petit peu. Mais M-Bot est vraiment absolument génial, à jouer vraiment sur ce côté ordinateur, sur ce côté codage, au paroxysme de dire il y a 0,2% de chance de machin, ou mes codes ne me permettent pas de répondre à cette question, ou mes codes ne me permettent que de faire dans les champignons, etc. Il y a toute cette ambiance de code et au fil du temps de s'émanciper un petit peu de ce code et de devenir toujours plus improbable et plus drôle. Je sais qu'il y a un moment dans le premier tome où M-Bot veut montrer qu'il n'est pas d'accord avec Spensa et donc il va l'insulter. Pour essayer de l'insulter ou de la vexer, il va dire tu n'as pas des belles chaussures. Et Spensa ne comprend pas ce qui se passe et du coup M-Bot lui explique vous manifestez votre mécontentement par des insultes, c'est donc ce que j'ai fait. Et Spensa il est en mode non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ce personnage et je trouve que ses interactions avec Spensa, qui est un peu une drama queen, qui a deux drama queens, ça fonctionne très bien, c'est très drôle. Et encore une fois, ça met un petit peu de joie et un petit peu de légèreté, on va dire, dans ce roman. Après, le tome 3, j'ai trouvé, était un poil en dessous des deux autres. Le tome 1 est un petit peu celui que je préfère, celui auquel je suis le plus attachée. Et le tome 3, voilà, ça partait un petit peu autre part. Donc j'attends de voir ce que donne le tome 4. J'ai l'espoir qu'on retrouve un petit peu plus de familiarité, parce que le tome 3 soit un petit peu moins loin de ce à quoi je m'attendais, quoi. Mais bon. Dans tous les cas, c'était génial, je mets la série 4,5 sur 5. C'est assez accessible en anglais, plus que d'autres romans de Brandon Sanderson, parce que c'est un texte qui est plutôt, on va dire, young adulte. Enfin, ça passe bien pour le young adulte, ça passe aussi bien pour les adultes, hein. Mais voilà, c'est un texte un peu plus accessible, on va dire, que d'autres romans de Brandon Sanderson. Donc au niveau d'anglais, je pense que je vais mettre à 3 sur 5 à peu près. Après, comme je vous l'ai dit, les 2 premiers tomes ont été traduits, et j'imagine que le reste de la saga va l'être aussi, parce que Brandon Sanderson. Le deuxième meilleur livre que j'ai lu cette année est Rule of Wolves de Leigh Bardugo. C'est le tome 2 de la duologie King of Scars. Donc les 2 tomes de la duologie ont été traduits en français par Anna Trivlin aux éditions Milan dans leur collection dédiée, la collection Grishaverse. Et franchement, les couvertures françaises sont vraiment magnifiques. Je trouve que les objets livres sont vraiment très jolis. C'est toujours un point positif d'avoir un bel objet livre, quitte à acheter des livres autant qu'ils soient jolis. Leigh Bardugo est en train de devenir assez connu, je pense que vous en avez forcément entendu parler si vous traînez sur le booktube ou même si vous êtes aventuré sur Netflix, parce qu'il y a la trilogie Shadow and Bone, donc la trilogie Grisha, qui est en cours d'adaptation. Et contrairement ici à la duologie Six of Crows, qui était totalement indépendante de la trilogie Grisha originelle, donc moi que j'avais lu avant, là, pour la duologie King of Scars, ça suit directement les épisodes de la première trilogie, donc il faut avoir totalement fini la première trilogie, qui peut être un petit peu plus laborieuse, un petit peu plus difficile à lire. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur Leigh Bardugo à un moment et sur le Grishaverse, mais aussi ses autres romans. Mais du coup, il faut forcément avoir en tête les événements de la trilogie originelle. Parce que dans cette duologie, du coup, on va suivre Nikolai, qui est un de mes personnages préférés de la trilogie originelle, et je sais que c'est le cas pour beaucoup. Mais je vais pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'on va suivre Nikolai pour essayer de gérer tout ce qui s'est passé à la fin de la trilogie et tout ce qui a découlé de cette épopée qu'on a pu voir au début. Ce qui est vraiment bien, c'est que après la trilogie Grisha, on retrouve vraiment la maturité qu'a acquis Leigh Bardugo. On s'émancipe totalement de toutes les choses un peu clichés, un peu niaises, un peu ridicules qu'on a pu voir dans la saga Grisha originelle, qui s'inscrit parfaitement dans l'époque à laquelle elle a été écrite.
Mais là on s'en émancipe beaucoup et on retrouve des thèmes beaucoup plus matures, des personnages plus nuancés, plus intéressants. Et vraiment, je trouve que les personnages, c'est le point positif, et notamment le personnage de Zoya, qui est une connasse absolue dans Grisha et que je détestais, et qui là devient absolument parfaite. Elle est phénoménale. C'est un personnage féminin, je trouve, absolument magnifique. Elle est avide de pouvoir, elle veut faire tout ce qui est le mieux pour son pays, elle est prête à tout, elle est prête à faire les sacrifices nécessaires pour être la personne la plus froide, entre guillemets, qui prend les décisions les plus difficiles finalement. Elle se repose derrière son côté très froid, très pragmatique, à faire ce qu'il faut. Et il n'y a aucun affect qui doit passer. Évidemment qu'elle en a des affects, évidemment qu'elle a des sentiments, mais elle ne laisse pas du tout ça, ou le moins possible, l'influencer. Et c'est pour ça que je la trouve très intéressante, parce qu'en même temps on voit qu'elle a envie parfois de se laisser influencer par ça, mais elle ne le fait pas pour rester aussi objective que possible, pour faire le mieux possible pour son pays et pour son peuple. D'un côté c'est un point très positif pour Zoya, mais d'un autre en fait je trouve que ça fait presque passer Nikolai en second plan, alors que c'est censé être le centre du texte. Et vraiment c'était une storyline, j'avais envie de la lire, j'avais envie de découvrir comment il allait sortir de tout ce qui s'est passé à la fin du tome 3 de Grisha. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait on s'appesantit peu sur lui, c'est du point de vue multiple, avec Zoya, avec Nina de Six of Crows aussi, et avec Nikolai. Et du coup Nikolai passe un peu en retrait dans tout ce qui se passe, et tout ce qu'il doit gérer finalement, c'est pas tant abordé que ça. Et je trouve que par rapport aux autres personnages, en fait le personnage de Nikolai manque presque un peu de relief, manque un peu de temps de page. Je trouve que ça c'est dommage, mais je pense qu'il aurait été là comme ça tout seul, on aurait dit c'était très bien, mais en fait il pâlit devant Zoya qui est absolument magnifique et qui est pour moi le personnage le plus intéressant de cette duologie. Mais ce qui est aussi très très cool, c'est que ça étend encore l'univers de la duologie. On se concentre vraiment aussi sur les Druscala qu'on avait pu un peu voir dans Six of Crows avec Mathias. On en voit plus, on voit un petit peu toute la politique au sein des Druscala avec la haine des Grisha et devoir lutter un petit peu toujours contre ça. Je trouve que l'univers continue à s'étendre, continue à s'enrichir, et on voit que Liv Bardugo n'a pas fini de nous étonner avec ça. C'est pas faire plus de livres parce que ça marche, non, elle a vraiment d'autres histoires à raconter, des histoires pour étendre encore ce qu'elle a à dire, et j'espère qu'elle va continuer dans cet univers parce que c'est un univers qui est très très intéressant, qui est totalement inspiré de mythologie russe. Bon, en ce moment c'est peut-être pas le meilleur pays, mais bon. Mais voilà, je vous le recommande totalement. Encore plus si vous avez aimé Six of Crows. Si vous avez un peu moins aimé Grisha, rassurez-vous, même si c'est la suite, ça devient beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte. Donc ça, c'est un point très positif. Donc allez-y, même si vous avez trouvé que Grisha était un peu plus en dessous. Là, on est plus au niveau de Six of Crows, et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Pour continuer ce top 5, le troisième roman dans cette sélection, qui est Un long voyage de Claire Duvivier aux éditions Les Forges de Vulcain. Dans ce texte, on va suivre le personnage de Lies qui, à la mort de son père, devient un esclave de l'administration dans une petite île de pêcheurs. Au fil des années, il va monter en grade pour devenir le secrétaire, l'homme à tout faire, d'une ambassadrice impériale qui est promue à une grande destinée. Et à ses côtés, il va s'engager dans un périple lointain qui va le faire quitter tout ce qu'il connaissait jusque-là et découvrir des intrigues politiques jusqu'à voir peut-être la chute d'un empire. J'ai un avis un petit peu mitigé sur ce texte qui fait que je pense que c'était pas forcément un texte pour moi et qu'il ne me parlait pas forcément beaucoup, mais on ne peut pas nier que c'est un excellent roman et que la prose est vraiment magnifique. Je pense que si j'ai un point positif à retenir pour ce roman, c'est vraiment la façon d'écrire de Claire Duvivier qui, je trouve, est vraiment unique. Enfin, j'ai jamais lu de texte écrit de cette façon-là. C'est un peu un jeu de conte parce que Lies nous raconte son histoire, il s'adresse à nous comme à une amie et il lui raconte un petit peu toute son histoire, tout ce qu'il a vécu au cours de sa vie, et l'amie finalement ça devient nous-mêmes. Et par ça, c'est un récit qui est à la fois détaché mais très proche de lui, avec un récit à la troisième personne, comme si on regardait de l'extérieur, avec des choses très factuelles dans le déroulé des événements, très peu d'affect finalement, mais fait toujours de façon très subtile, très délicate et avec beaucoup de justesse, je trouve.
Et vraiment les descriptions que peut faire Claire Duvivier et les souvenirs avec des descriptions qui sont parfois biaisées, qui sont parfois pas totalement véritables. Et je trouve que ça c'est un truc qui est très très intéressant dans les romans, c'est quand le narrateur est pas très fiable, on voit que ce qu'on nous raconte est un peu tordu par le fait que c'est un souvenir, par le fait que c'est fondamentalement pas objectif parce que c'est lui-même qui l'a vécu, donc il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Et donc le fait que ce soit raconté, c'est un processus narratif qui rend les choses, je trouve, assez intéressantes. Et la façon de faire de Claire Duvivier, encore une fois, je trouve que c'est assez unique. Et donc on va voir tout le long de sa vie, avec toutes les évolutions, et au fil du temps, on va déboucher sur une mythologie, sur une dimension plus fantasmagorique, plus magique, plus idéale, qui est aussi très intéressante. Un de mes points négatifs en revanche, c'est un petit peu la longueur du texte parce que c'est vrai que cette dimension de mythologie, fantasy moins réaliste va venir très très tard dans le roman. J'aurais aimé peut-être que ça vienne avant et qu'on s'appesantisse plus sur cette partie-là et moins sur toute l'enfance, tout ce qui s'est déroulé avant. Je pense vraiment que c'était pas forcément mon genre de roman, moi qui suis habituée à des choses avec beaucoup plus de world building, beaucoup plus de développement de l'univers magique, de la mythologie. Je suis restée un peu sur ma faim. Après, c'est indéniable que c'est un très très bon roman, je pense juste que c'était pas forcément fait pour moi. C'est pour ça que je vous le recommande dans cette vidéo, même si ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, je pense que ça peut l'être pour beaucoup d'entre vous. Et je sais que moi j'ai des amis très proches qui l'ont adoré et ça fait partie de leurs romans préférés. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous ça peut être le cas. Donc moi personnellement je lui ai mis la note de 3 sur 5. Mais je pense que ça n'engage que moi et c'est une très bonne lecture qui vaut le détour honnêtement. Ensuite, chose assez inhabituelle pour moi, je dois l'avouer, ce top 5 contient une romance, et oui, rien que ça. Vous verrez au fil des revues et de mes avis, les romans c'est assez rare, encore plus dans un top. Et donc il s'agit du roman Book Lovers de Emily Henry. Celui-ci n'a pas été traduit pour le moment en tout cas, mais il y a une autre romance de Emily Henry qui a été traduite. Il s'agit de Beach Read, qui a été traduit aux éditions Pocket sous le nom de Comme dans un roman d'été. Dans Book Lovers, on va suivre Nora, qui est une agent littéraire à New York et qui est très réputée dans le milieu de l'édition. Elle est surnommée The Shark, donc le requin, pour vous donner un petit peu une idée de sa réputation. Et sa sœur va la convaincre de passer ses vacances avec elle dans un petit village reculé qui est le lieu où se passe en fait le dernier roman à succès qu'elle a aidé à faire publier. Et là-bas, elle va y rencontrer à plusieurs reprises Charlie, un éditeur qu'elle ne peut pas supporter suite à une rencontre quelques années plus tôt qui s'était très mal passée. Et tous les deux ont un mauvais a priori sur l'autre. Bon, j'imagine que vous n'avez pas besoin que je vous dévoile la fin de l'histoire parce que vous connaissez probablement déjà la fin avant même que je vous parle du livre et d'avoir commencé cette histoire parce que, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une romance avec petite faiblesse personnelle, je dois l'avouer, les Enemies to Lovers, qui est une de mes tropes de romance favorites. C'est toujours quelque chose qui fonctionne bien avec moi, j'avoue. Mais pour moi, le grand point positif de cette histoire, c'est le personnage de Nora. Parce que bon, déjà ça se passe dans le milieu de l'édition, le milieu littéraire, donc ça ne peut que fonctionner aussi avec des gens qui aiment les livres forcément. Mais le personnage de Nora en soi est très intéressant parce que dans les romans, c'est vrai qu'on est souvent encore embourbé un petit peu dans les clichés de la jeune femme mièvre et naïve. Enfin, vous connaissez tous les clichés qu'on peut avoir dans les romans. Et ben Nora, elle n'est pas du tout comme ça. Nora, c'est vraiment une femme qui vit pour son travail, elle est très ambitieuse, elle veut réussir, elle veut gravir les échelons, elle veut faire du mieux qu'elle peut dans son travail et vraiment elle adore ça en fait, elle adore son boulot et c'est vraiment la fille qui n'arrive pas à se détacher de son travail plus de 2 heures. Même en vacances, elle a toujours son téléphone, elle répond toujours à ses auteurs, etc. Et c'est jamais critiqué, au contraire, que ce soit par les personnages masculins, par les personnages féminins, peu importe, tout le monde l'accepte comme elle est et tout le monde dit que oui, elle est comme ça, c'est très bien. Et c'est jamais dénoncé comme quelque chose à changer, quelque chose de mauvais. Nora finalement fait assez peu de compromis par rapport à ça, c'est vraiment bon moi je suis agent littéraire, j'adore ça, je veux faire ça, c'est ce que je vais continuer à faire, point barre, et puis il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Et c'est finalement assez rare, et d'autant plus dans les romans, je trouve, d'avoir quelqu'un qui ne change pas sur ces aspects qui peuvent être au début assez novateurs et qui au final finissent comme toutes les romances assez clichés qu'on a pu voir. Là, c'est vraiment pas le cas et je trouve que c'est assez rafraîchissant, donc c'est vraiment un point positif pour moi.
Et puis bon, dans la relation, c'est vraiment terriblement mignon, c'est tout ce qu'on veut, enfin en tout cas moi tout ce que je veux d'une romance, c'est pas trop niais, c'est vraiment assez réaliste, il y a des moments cocasses, des quiproquos, des moments un peu plus profonds aussi, des moments de discussion assez intenses. C'est vrai que la relation est très très bien amenée, le personnage de Nora est bien défini aussi avec pas mal de relief. Et du coup, sa sœur finalement et sa relation avec sa sœur passe un petit peu au second plan. C'est une des choses qui m'a paru le moins convaincante dans cette histoire et le moins intéressante parce que l'histoire familiale, en fait, au final, on en a un peu rien à faire. Les problèmes de sa sœur, c'était un peu bon, allez, on passe et on revient à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire l'histoire d'amour. Et ça, j'ai trouvé ça dommage parce que ça pouvait vraiment donner une autre dimension à cette romance. Ce dont pour moi les romances ont souvent besoin, d'avoir pas que l'histoire d'amour mais d'autres choses qui gravitent autour. Mais là, c'était pas assez bien fait pour nous happer et pour nous faire nous détacher de la romance et c'était pour moi un petit peu en dessous et quelque chose où l'autrice n'a pas réussi à avoir mon intérêt en fait. Cela dit, les histoires familiales c'est pas non plus ce que j'attends dans une romance et si le personnage principal et le romantic interest sont bien faits, moi c'est tout ce que je veux et donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et comme souvent dans les romances contemporaines, l'anglais est très très accessible, c'est très facile, ça se lit très vite. Et du coup, j'ai donné un niveau de 2 sur 5 à l'anglais. Et enfin, dernier livre de ce top, il s'agit de The Witch's Heart par Genevieve Gornichek. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, probablement pas, mais c'est pas grave. Ce sera écrit dans la description si vous voulez retrouver. C'est un roman stand-alone de réécriture de mythologie nordique qui n'a pas été traduit, en tout cas pour le moment. On va suivre l'histoire d'Angrboda. Je ne sais encore une fois pas non plus si je prononce bien, comme toujours dans la mythologie nordique. Donc je m'excuse. Et donc on suit Angrboda après sa chute d'Asgard, après que Odin ait essayé de manipuler ses pouvoirs de déesse et de géant, alors qu'elle essaye de se retrouver, de se reconstruire, de se faire un endroit à elle. Et on va voir un petit peu toute son évolution au fil des années, des dizaines d'années, même des siècles. Et sa relation avec plusieurs personnes qui vont aller et venir dans sa vie, notamment une autre amie géante et Loki principalement parce que ça va être le père de leurs enfants qui sont Fenrir le loup, elle la fillette slash déesse de la mort et le serpent Jormungand. Encore une fois la mythologie nordique, on passe. C'était très très cool, c'était très rafraîchissant d'avoir un peu de mythologie nordique au milieu de toutes les réécritures de mythes grecs. Un peu de trucs qui changent, ça fait du bien. Et c'est vraiment une ambiance assez différente, avec quand même des similarités. Par exemple, le fait qu'on suive vraiment une sorcière slash déesse isolée qui va voir des proches aller et venir. Tout ça, ça nous fait un peu penser à Circé, donc le roman de Madeline Miller, enfin l'histoire de Circé, mais qui a été très bien mise en valeur par Madeline Miller dans son roman. Et du coup ça m'a fait un peu penser à ça au début, mais il y a vraiment des ambiances radicalement différentes, des façons de les traiter vraiment différentes. Et j'ai beaucoup aimé le personnage principal, donc je ne prononcerai plus le nom parce que je galère toujours. Elle se focalise vraiment sur elle-même, sur son bien-être, sur sa survie à elle et en fait elle essaye un peu d'occulter tout ce qu'il y a autour d'elle pour se préserver elle-même. C'est vrai que je l'ai lu en très longtemps, donc déjà ça arrivait pendant une panne de lecture, donc ça n'aide pas à lire régulièrement. Et c'est assez lent quoi, ça pose les choses, ça prend son temps sur le développement, sur l'avancée, sur la relation. On parle quand même d'une femme qui est toute seule 90% du temps et qu'on suit alors qu'elle vit sa vie toute seule dans un endroit reclus où elle ne voit personne et où dans la deuxième partie elle voit ses enfants quoi. On va après suivre quand même cette évolution jusqu'à la deuxième partie où ça va s'avancer sur Ragnarok. Donc c'est pas un spoil, hein, on sait tous que l'histoire nordique finit avec Ragnarok. Voilà, ça traîne un petit peu en longueur à mon goût. Après, je trouvais ça quand même très intéressant parce que ça nous a fait découvrir plein de trucs et on voit un peu la mythologie nordique aussi de l'extérieur parce que c'est assez drôle quand on voit Loki qui débarque de temps en temps et qui va raconter tout ce qui se passe à Asgard et on retrouve des mythes qu'on connaît d'autre part. Si vous connaissez un petit peu de mythologie nordique, par exemple, à un moment, il y a Loki qui raconte la fois où il s'est fait tirer les testicules par une chèvre, ou alors la fois où Thor a dû se marier déguisé en femme, enfin bref, toutes ces histoires-là improbables des dieux nordiques, on les retrouve là-dedans, et pareil, tout le mythe autour de Ragnarok, on retrouve aussi
C'est super cool de voir ça développer un peu d'un regard extérieur et de voir aussi de la critique franche des dieux, parce que Odin est vraiment présenté comme un enfoiré et finalement Loki est le meilleur d'entre eux, ce qui d'habitude n'est pas trop le cas. C'est pas mal aussi d'avoir cette vision extérieure de critique des dieux et aussi de voir Loki finalement sous un jour assez positif, avec un Loki assez doux finalement, assez compréhensif. Et ça, je trouvais ça vraiment cool parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de le voir comme ça. Et donc ça change un petit peu, c'est rafraîchissant. Déjà parce qu'il y a la mythologie nordique qui change un peu de la mythologie grecque, il y a quand même tous les honneurs depuis quelques années. Ça présente pas mal de mythes, ça présente pas mal de choses avec un regard un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc c'est très sympa si ça vous intéresse. Si vous aimez les réécritures de mythologie, allez-y, franchement je pense que ça peut vous plaire. J'ai été en pleine panne de lecture, donc je pense que ma lecture n'a pas été optimale non plus. Donc je lui mets la note de 3,5 sur 5. Voilà, donc c'est tout pour ce top 5. Vous avez pu être surpris par les notes assez basses finalement que j'ai mis dans ce top. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'étais dans une grosse panne de lecture depuis plusieurs mois maintenant, ce qui fait que j'ai lu très peu. Et j'ai enchaîné des lectures assez laborieuses et donc forcément, j'avais pas de lecture exceptionnelle à vous présenter, hormis les deux, entre guillemets 3 on va dire, premier livre que je vous ai présenté. C'est vrai que les autres ça a été un peu plus compliqué, mais je voulais quand même vous les présenter parce que je pense que c'est des livres qui restent intéressants, qui restent à lire pour plein de raisons et qui peuvent vous plaire beaucoup plus qu'à moi. Donc c'est pour ça que je tenais quand même à les présenter. Après, je ne pense pas qu'ils feront partie de mon top 5 de l'année, du moins je l'espère, et vu ce que je suis en train de lire en ce moment, vraiment je pense pas. Sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.